Est-ce que les végétaux, les plantes, ont aussi des corps différents de celui dont on voit par les yeux? Oui, la plante a un corps vital, elle a un corps éthérique, mais il est très imparfait. Elle a un petit corps astral très imparfait. Si vous mettez de la musique à une plante, elle va réagir à la musique. Il y a un corps astral. Et l'animal, lui, il a un corps mental un petit peu développé. Il y a des animaux qui ont un corps mental un petit peu plus développé, les singes. Et l'homme a un corps mental beaucoup plus développé. Et l'homme de demain de la 6e race a un autre corps mental encore plus développé. C'est ça la différence. Et l'homme de la 7e race aura un corps mental encore plus développé. Et c'est comme ça que ça va. Alors, quand on monte dans l'évolution, c'est le mental qui se développe. Quand Qu'est-ce qu'on quitte? Quand on monte dans l'évolution, c'est le dernier des corps qui se développe et qui se perfectionne, et ceux qui ont servi auparavant commencent lentement à s'atrophier. Parce qu'ils sont plus nécessaires. Donc, comme le corps physique? Le corps physique. Oui. Le corps astral change. On n'est pas intéressé aux mêmes choses, on n'est pas... Ce qui nous faisait plaisir avant, aujourd'hui, ça ne fait plus rien. On n'est plus... Le corps de désir est totalement transmuté. Alors, c'est comme on part de la 4e marche pour monter à la 5e marche. Alors, si on veut être sur la 5e marche, il faut laisser la 4e. C'est normal. Alors, il y a un changement. Et plus on se sert du corps mental, mais plus les autres corps s'atrophient. Parce qu'ils n'ont plus la même fonction. Un homme qui s'étend chez lui, qui se met en lévitation et qui sort de son corps matériel, qui s'en va dans les terres et qui visite les terres, qui visite les planètes ou qui rencontre les êtres sur la planète Terre aujourd'hui qui travaillent, peut très bien, s'il le veut, si ça fait partie de son plan de vie, si ça fait partie de sa destinée, si ça fait partie de son temps, s'il le veut, il peut très bien garder ce corps dans un état d'animation suspendu pendant des siècles. Y revenir de temps à autre pour revoir des amis, mais ensuite il remet. Est-ce que sur la Terre, il y a d'autres types de manifestations de la vie autres que le plan végétal, animal, hominal? Y a-t-il d'autres manifestations de la vie sur la Terre? Sur la Terre, il y a des formes de vie qui sont invisibles à l'homme. Tous les royaumes de la Terre, le royaume minéral, végétal, animal, humain, sont contrôlés par d'autres plans invisibles. Le monde de la plante, par exemple, est contrôlé par des intelligences inférieures, mais très plaisantes. Il y a des intelligences plaisantes qui s'occupent du monde des plantes. Il y a des intelligences plaisantes qui s'occupent du petit monde animal, comme il y a des intelligences plaisantes qui s'occupent du monde animal plus évolué. Il y a des intelligences moins plaisantes qui s'occupent de l'évolution de l'homme. Il se produit un phénomène absolument ahurissant. C'est que plus nous montons sur l'échelle de l'évolution, si nous partons du minéral, nous allons au végétal, nous allons à l'animal, les entités, les intelligences qui s'occupent de ces mondes sont plaisantes. Ce sont de bonnes intelligences. Mais aussitôt que nous tombons dans le royaume humain, nous nous apercevons qu'il y a des intelligences très négatives qui s'occupent de l'homme, comme il y a des intelligences très positives. Et c'est ça la différence entre l'homme et le royaume inférieur. Dans le monde du minéral, de la plante et de l'animal, il n'y a pas de mal. Aussitôt que nous tombons dans le monde de l'homme, il y a du mal ou du bien. Pourquoi? Parce que, une petite minute, là, je vais simplement finir ceci. C'est parce que aussitôt que l'homme vit sur la terre, son expérience est enregistrée sur d'autres plans. Et quand il meurt et qu'il retourne sur les plans de la mort, il est en service, il fait quelque chose. Et qu'est-ce que c'est l'activité des morts quand ils sont morts? C'est de se mettre en contact le plus possible avec les vibrations de l'homme, soit pour le faire évoluer, ou soit pour le retarder. Jusqu'au jour où l'homme, à cause de la fusion, à cause du contact entre lui et l'intelligence universelle, ne sera plus contrôlé pour le bien ou pour le mal à partir de ses plans, mais sera lui-même intégré à cette énergie, fera partie intégrale de cette énergie. Il sera cette énergie fera un avec lui. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'intelligence négative qui se manifeste sur les plans inférieurs, je me demande si la salade
végétale qui se fait dévorer par une chenille animale, elle se sent bien. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que le bien et le mal n'existent pas sur les royaumes qui n'ont pas d'ego. Pour que le bien et le mal existent, il faut que le royaume possède un ego, parce que le bien et le mal, pour qu'ils soient conscientisés, il faut qu'il y ait réflexion, et réflexion vient de l'ego, et action négative ou positive vient de l'ego. Il faut qu'il y ait de l'ego pour que le bien et le mal existent. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il peut y avoir une détérioration de l'équilibre écologique. Il peut y avoir une transformation rapide, il peut y avoir une destruction de la race animale, de la race plantaire, mais ceci fait partie des lois purement mécaniques, planétaires, qui n'ont rien à faire avec le mal et le bien. Ce sont des lois qui sont tellement perfectionnées qu'au cours des âges, il se recrée un nouvel équilibre. Par exemple, la destruction des dinosaures, c'est un exemple. D'abord, pourquoi y a-t-il eu des dinosaures sur la Terre? Parce qu'à un certain moment, la gravité de la Lune était tellement forte qu'elle tirait le corps éthérique. Et en tirant le corps éthérique, le corps physique devenait plus grand. Lorsqu'il y a eu des changements au cours des millénaires et que cette attraction lunaire sur la Terre a cessé parce que la Lune s'est éloignée du globe, à ce moment-là, il y a eu une perte graduelle de force vitale et éventuellement ces animaux sont disparus. Et ceci faisait partie du grand plan cosmique de l'évolution parce que vous ne pouvez pas vous imaginer des dinosaures et coexister avec Fifth Avenue à New York. Alors, ça peut pas. Alors, ça fait partie des lois. Mais le mal et le bien n'existent que lorsqu'il y a conscience. Et un point que je veux faire, puisque je parle de ceci, c'est que lorsque l'homme sera conscientisé qu'il sera en fusion, il réalisera que le mal et le bien n'existent plus, qu'il n'y a que de la créativité. Autrement dit, le mal et le bien existent sur la terre parce que ça fait encore partie de l'ajustement du corps émotionnel et du corps mental de l'homme, ce qui crée la dualité. Et lorsque l'homme sera fusionné, il n'y aura plus de dualité en lui, il pourra reconnaître ce qui est mal. Il pourra reconnaître ce qui est bien, mais lui ne sera pas prisonnier de la dualité du mal ou du bien. Il sera simplement créatif, et si il y a mal devant lui, il pourra le neutraliser, et s'il y a bien devant lui, il pourra le faire croître davantage. Quand on voit le cancer qui ronge un individu, dans le fond, est-ce que c'est pas le mal qui se manifeste sur le plan biologique, sur le plan de la vie? Vous revenez encore au mal. Si vous regardez le mal sur le plan humain, si vous regardez le cancer sur le plan humain, si vous regardez le cancer sur le plan animal, c'est pas la même chose. Par exemple, les poissons souffrent beaucoup de cancer. Ce ne sont pas seulement les hommes qui souffrent du cancer, mais on s'occupe plus des hommes que des poissons. Alors, on va faire plutôt de la recherche sur l'homme que sur le poisson. Alors, il y a dans le royaume des espèces qui souffrent, qui sont cancéreuses. Mais l'homme, lui, quand il souffre de cancer, c'est pour une raison qui est additionnelle à sa maladie. Là où l'homme souffre de cancer, c'est parce qu'il y a karma. Il y a un équilibre, il y a une souffrance qui doit être vécue à cause d'un passé qui a créé une mémoire qui doit être égalisée, qui doit être rebalancée. Le cancer, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Le cancer chez l'homme et le cancer, d'ailleurs, chez le poisson, c'est pas la même chose. Ce qui crée le cancer chez l'homme, c'est son émotionnel. Le cancer commence à partir de l'état émotif qui est de plus en plus déstabilisé et qui éventuellement déstabilise le corps vital, qui éventuellement ronge le corps physique. Tandis que le cancer chez le poisson, c'est pas la même chose. Le cancer chez le poisson, il est causé à cause du fait que le poisson, il est constamment et trop en mouvement dans le fluide aquatique. Les poissons sont constamment en mouvement et en mouvement et en mouvement et automatiquement, ils utilisent tellement leurs organes qu'éventuellement, ces organes-là ne peuvent plus fonctionner et ils deviennent cancéreux. Et sur le plan humain, c'est la même chose. L'homme utilise tellement et tellement son émotivité à faux escient qu'il devient cancéreux. Le cancer, c'est le produit de la suractivité électromagnétique des cellules.
Et le cancer éventuellement sera réglé, sera guéri, ainsi de suite, parce que la science pourra travailler au niveau du corps éthérique. Mais c'est une suractivité. Et éventuellement, les cellules, ce sont des batteries, et éventuellement, ces batteries ne peuvent plus fournir. Alors, il y a détérioration. Lorsqu'on parle de la vie sur les planètes, on imagine même que la Terre elle-même a une vie propre. Il y a des ésotéristes qui vont dire le jour où l'homme va commencer à vouloir se tirer des bombes atomiques par la tête, il y a de grandes chances que la Terre elle-même se révolte. Autrement dit, ce que d'autres appellent la mère nature se révolte. Il y a plusieurs façons de parler d'un problème. Moi, j'ai plutôt tendance à regarder le phénomène de la Terre d'un point de vue scientifique plutôt que de le regarder d'un point de vue spirituel. Je concède le point de vue spirituel, mais derrière le point de vue spirituel, derrière la forme spirituelle, il y a toujours un point de vue scientifique, parce que tout dans le cosmos est organisé avec intelligence, et la science, c'est la compréhension ordonnée de l'intelligence. Alors, si nous parlons de la Terre, si on parle du globe, d'un point de vue ésotérique, et qu'on ne regarde pas suffisamment d'un point de vue totalement froid, le point de vue de l'intelligence, à ce moment-là, on peut tomber dans une sorte d'infantilisme psychologique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si nous regardons le phénomène du volcan, qu'est-ce que c'est un volcan? D'un point de vue cosmique, pas simplement d'un point de vue de géomorphie terrestre ou de géologie terrestre. Pour un géologiste, un volcan, c'est une condition intérieure de la Terre qui a besoin d'une soupape, et ainsi de suite. Bon. Mais si nous regardons un volcan d'un point de vue cosmique, nous nous apercevons que le volcan, c'est une cave. C'est une cave à l'intérieur de laquelle vivent et évoluent des forces intelligentes. Et ces forces intelligentes sont très responsables sur le globe, ils ont une activité très importante, c'est qu'elles contrôlent la tension barométrique des fluides éthériques et telluriques de la planète. Et si ces intelligences ne seraient pas à l'intérieur de ces feux, autrement dit, si ces intelligences ne seraient pas dans la conscience atomique du feu volcanique, la Terre ne pourrait pas subir le magnétisme intense qu'elle reçoit des autres planètes, et il y aurait une sorte de perte de force vitale tellement grande qu'éventuellement la Terre deviendrait un désert, la Terre deviendrait une surface totalement volcanique. Et c'est ce qui se produit si vous me demandez pourquoi sur la Lune il n'y a pas de vie, pourquoi sur la planète Vénus, il n'y a pas de vie végétale sur les autres planètes. Pourquoi il n'y a pas de vie végétale? Pourquoi les spatiales nous indiquent une sorte de géomorphie morte, une sorte de vie désertique? Mais c'est parce que ces intelligences ne sont pas là. Ce sont les intelligences invisibles qui travaillent sur ces plans, qui ont donné à la Terre sa beauté, qui ont nourri la Terre de différentes forces, soit des forces volcaniques ou toutes les autres forces que nous connaissons. Et lorsque l'homme sera dans les terres, lorsque l'homme pourra sortir facilement de son corps éthérique, il pourra rencontrer ces intelligences et parler avec elles, un langage qui n'est pas un langage français, mais un langage tout de même, qui leur permettra de comprendre les lois de la terre. Et c'est à partir de ce moment-là que nous dirons que l'homme peut et deviendra maître de la nature.